Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Le Coricolo. Par Alexandre Dumas. Première partie. Introduction. Non. Le coricolo est le synonyme de calesino, mais comme il n'y a pas de synonyme parfait, expliquons la différence qui existe entre le coricolo et le calesino. Le coricolo est un espèce de tilbury, primitivement destiné à contenir une personne, et à être attelé d'un cheval. On l'attelle de 2 chevaux, et il charrie de 12 à 15 personnes. Et qu'on ne croit pas que ce soit au pas, comme la charrette à bœufs des rois francs, ou au trot, comme le cabriolet de Régie. Non, c'est au triple galop. Et le char de Pluton, qui enlevait Proserpine sur les bords du Cymète, n'allait pas plus vite que le coricolo, qui sillonne les quais de Naples en brûlant un pavé de lave et en soulevant leur poussière de cendre. Cependant, un seul des 2 chevaux tire véritablement, c'est le timonier. Et l'autre, qui s'appelle le bilancino, et qui est attelé de côté, bondit, caracole, excite son compagnon. Voilà tout. Quel dieu, comme à Tityre, lui a fait ce repos? C'est le hasard, c'est la providence, c'est la fatalité. Les chevaux, comme les hommes, ont leur étoile. Nous avons dit que ce tilbury, destiné à une personne, en charriait d'ordinaire 12 ou 15. Cela, nous le comprenons bien, demande une explication. Un vieux proverbe français dit « Quand il y en a pour un, il y en a pour 2 ». Mais je ne connais aucun proverbe dans aucune langue qui dise « Quand il y en a pour un, il y en a pour 15 ». Il en est cependant ainsi du coricolo, tant, dans les civilisations avancées, chaque chose est détournée de sa destination primitive. Comment et en combien de temps s'est faite cette agglomération successive d'individus sur le coricolo? C'est ce qu'il est impossible de déterminer avec précision. Contentons-nous donc de dire comment elle y tient. D'abord, et presque toujours, un gros moine est assis au milieu, et forme le centre de l'agglomération humaine, que le coricolo emporte, comme un de ces tourbillons d'âme, que Dante vit, suivant un grand étendard, dans le premier cercle de l'enfer. Il a sur un de ses genoux quelques fraîches nourrices d'Aversa ou de Nettuno, et sur l'autre quelques belles paysannes de Bossie ou de Procida. Aux 2 côtés du moine, entre les roues et la caisse, se tiennent debout les maris de ces dames. Derrière le moine se dresse sur la pointe des pieds, le propriétaire ou le conducteur de l'attelage, tenant de la main gauche la bride, et de la main droite, le long fouet avec lequel il entretient d'une égale vitesse la marche de ses 2 chevaux. Derrière celui-ci se groupent à leur tour, à la manière des valets de bonne maison, 2 ou 3 lazzaroni, qui montent, qui descendent, se succèdent, se renouvellent, sans qu'on pense jamais à leur demander un salaire en échange du service rendu. Sur les 2 brancards sont assis 2 gamins ramassés sur la route de Tor del Greco ou de Pouzol, Cicéroni surnuméraire des antiquités d'Herculanum et de Pompeia, guide marron, des antiquités de Cume et de Baïa. Enfin, sous les cieux de la voiture, entre les 2 roues, dans un filet à grosse maille qui va ballottant de haut en bas, de long en large, grouille quelque chose d'informe, qui rit, qui pleure, qui crie, qui ogne, qui se plaint, qui chante, qui raille, qu'il est impossible de distinguer au milieu de la poussière que soulèvent les pieds des chevaux. Ce sont 3 ou 4 enfants qui appartiennent on ne sait à qui vont on ne sait où, qui vivent on ne sait de quoi, qui sont là on ne sait comment, et qui y restent on ne sait pourquoi. Maintenant, mettez au-dessous l'un de l'autre, moine, paysanne, mari, conducteur, lazzaroni, gamin et enfant, additionnez le tout, ajoutez le nourrisson oublié, et vous aurez votre compte. Total 15 personnes. Parfois il arrive que la fantastique machine, chargée comme elle est, passe sur une pierre et verse, alors toute la carrossée s'éparpille sur le revers de la route, chacun lancé selon son plus ou moins de pesanteur. Mais chacun se retire aussitôt, et oublie son accident pour ne s'occuper que de celui du moine. On le tâte, on le tourne, on le retourne, on le relève, on l'interroge. S'il est blessé, tout le monde s'arrête, on le porte, on le soutient, on le choit, on le couche, on le garde.
Le corricolo est remisé au coin de la cour, les chevaux entrent dans l'écurie. Pour ce jour-là, le voyage est fini, on pleure, on se lamente, on prie. Mais si au contraire, le moine est sain et sauf, personne n'a rien, il remonte à sa place, la nourrice et la paysanne reprennent chacune la sienne, chacun se rétablit, se regroupe, se rentasse, et au seul cri excitateur du cocher, le corricolo reprend sa course, rapide comme l'air et infatigable comme le temps. Voilà ce que c'est que le corricolo. Maintenant, comment le nom d'une voiture est-il devenu le titre d'un ouvrage? C'est ce que le lecteur verra au second chapitre. D'ailleurs, nous avons un antécédent de ce genre que, plus que personne, nous avons le droit d'invoquer, c'est le spéronard. Chapitre 1, Osmin et Zaïda. Nous étions descendus à l'hôtel de la Victoire. Monsieur Martin Zir est le type du parfait hôtelier italien. Homme de goût, homme d'esprit, antiquaire distingué, amateur de tableaux, convoiteur de chinoiseries, collectionneur d'autographes, Monsieur Martin Zir est tout, excepté aubergiste. Cela n'empêche pas l'hôtel de la Victoire d'être le meilleur hôtel de Naples. Comment cela se fait-il? Je n'en sais rien. Dieu est parce qu'il est, et c'est qu'aussi l'hôtel de la Victoire est situé d'une manière ravissante. Vous ouvrez une fenêtre, vous voyez Chiaia, la Villa Rille, le Posillipe, vous ouvrez une autre, voilà le golfe, et à l'extrémité du golfe, pareil à un vaisseau éternellement à l'ancre, la bleuâtre et poétique Caprée. Vous en ouvrez une troisième, c'est Sainte-Lucie avec ses mélonaries, ses fruits de mer, ses cris de tous les jours, ses illuminations de toutes les nuits. Les chambres d'où l'on voit toutes ces belles choses ne sont point des appartements, ce sont des galeries de tableaux, ce sont des cabinets de curiosités, ce sont des boutiques de bric-à-brac. Je crois que ce qui détermine Monsieur Martin Zir à recevoir chez lui des étrangers, c'est d'abord le désir de leur faire voir les trésors qu'il possède, puis il loge et nourrit les hôtes par circonstance. À la fin de leur séjour à la Vittoria, un total de leurs dépenses arrive, c'est vrai. Ce total se monte à 100 écus, à 25 louis, à 1000 francs, plus ou moins, c'est vrai encore, mais c'est parce qu'ils demandent leur compte. S'ils ne le demandaient pas, je crois que Monsieur Martin Zir, perdu dans la contemplation d'un tableau, dans l'appréciation d'une porcelaine ou dans le déchiffrement d'un autographe, oublierait de le leur envoyer. Aussi, lorsque le Dey, chassé d'Alger, passa à Naples, charriant ses trésors et son harem, prévenu par la réputation de Monsieur Martin Zir, il se fit conduire tout droit à l'hôtel de la Vittoria, dont il loua les 3 étages supérieurs, c'est-à-dire le 3e, le 4e et les greniers. Le 3e était pour ses officiers et les gens de sa suite. Le 4e était pour lui et ses trésors. Les greniers étaient pour son harem. L'arrivée du Dey fut une bonne fortune pour Monsieur Martin Zir, non pas, comme on pourrait le croire, à cause de l'argent que l'Algérien allait dépenser dans l'hôtel, mais relativement au trésor d'armes, de costumes et de bijoux qu'il transportait avec lui. Au bout de 8 jours, Hussein Pacha et Monsieur Martin Zir étaient les meilleurs amis du monde, ils ne se quittaient plus. Qui voyait paraître l'un, s'attendait à voir immédiatement paraître l'autre. Oreste et Pylade n'étaient pas plus inséparables. Damon et Pythias n'étaient pas plus dévoués. Cela dura 4 ou 5 mois. Pendant ce temps, on donna force fête à son Altesse. Ce fut à l'une de ces fêtes, chez les princes de Cassaro, qu'après avoir vu exécuter un cotillon effréné, le Dey demanda au prince de Trikeija, gendre du ministre des Affaires étrangères, comment, étant si riche, il se donnait la peine de danser lui-même. Le Dey aimait fort ces sortes de divertissements, car il était fort impressionnable à la beauté, comme il la comprenait bien entendu. Seulement, il avait une singulière manière de manifester son mépris ou son admiration. Selon la maigreur ou l'obésité des personnes, il disait « Madame une telle ne vaut pas 3 piastres. Madame une telle vaut plus de 1000 ducats. »
Un jour, on apprit avec étonnement que M. Martin Zir et Hussein Pacha venaient de se brouiller. Voici à quelle occasion le refroidissement était survenu. Un matin, le cuisinier de Hussein Pacha, un beau nègre de Nubie, noir comme de l'encre et luisant, comme s'il eût été passé au vernis. Un matin, dis-je, le cuisinier de Hussein Pacha était descendu au laboratoire et avait demandé le plus grand couteau qu'il y eût dans l'hôtel. Le chef lui avait donné une espèce de tranchelard de 18 pouces de long, pliant comme un fleuret et affilé comme un rasoir. Le nègre avait regardé l'instrument en secouant la tête, puis il était remonté à son 3e étage. Un instant après, il était redescendu et avait rendu le tranchelard au chef en disant « Plus grand, plus grand ». Le chef avait alors ouvert tous ses tiroirs, et ayant découvert un coutelas dont il ne se servait lui-même que dans les grandes occasions, il l'avait remis à son confrère. Celui-ci avait regardé le coutelas avec la même attention qu'il avait fait du tranchelard, et après avoir répondu par un signe de tête qui voulait dire « ce n'est pas encore cela qu'il me faudrait, mais cela se rapproche », il était remonté comme la première fois. 5 minutes après, le nègre redescendit de nouveau, et rendant le coutelas au chef. « Plus grand encore, lui dit-il. Et pourquoi diable avez-vous besoin d'un couteau plus grand que celui-ci ? Demanda le chef. Moi en avoir besoin, répondit dogmatiquement le nègre. Mais pourquoi faire ? Pour moi couper la tête à Haussmann, hein ? Comment ? S'écria le chef, pour toi couper la tête à Haussmann. Pour moi couper la tête à Haussmann ? Répondit le nègre. À Haussmann, le chef des eunuques de sa hautesse ? À Haussmann, le chef des eunuques de sa hautesse. À Haussmann que le Dey aime tant ? À Haussmann que le Dey aime tant. Mais vous êtes fou, mon cher. Si vous coupez la tête à Haussmann, sa hautesse sera furieuse. Sa hautesse l'a ordonné à moi. Ah diable ! C'est différent alors. Donnez donc un autre couteau à moi, reprit le nègre, qui revenait à son idée avec la persistance de l'obéissance passive. Mais qu'a fait Haussmann ? Demanda le chef. Donnez un autre couteau à moi, plus grand, plus grand. Auparavant, je voudrais savoir ce qu'a fait Haussmann. Donnez un autre couteau à moi, plus grand, plus grand, plus grand encore. Eh bien, je te le donnerai ton couteau, si tu me dis ce qu'a fait Haussmann. Il a laissé faire un trou dans le mur. À quel mur ? Au mur du harem. Et après ? Le mur, il était celui de Zaïda. La favorite de sa hautesse ? La favorite de sa hautesse. Eh bien ? Eh bien, un homme est entré chez Zaïda. Diable ? Donnez donc un grand couteau à moi pour couper la tête à Haussmann. Pardon, mais que fera-t-on à Zaïda, hein ? Sa hautesse allait promener dans le golfe avec un sac, Zaïda être dans ce sac, sa hautesse jeter le sac à la mer. Bonsoir Zaïda. Et le nègre montra, en riant de la plaisanterie qu'il venait de faire, 2 rangées de dents blanches comme des perles. Mais quand cela ? Reprit le chef. Quand quoi ? Demanda le nègre. Quand jette-t-on Zaïda à la mer, hein ? Aujourd'hui. Commencer par Haussmann, finir par Zaïda. Et c'est toi qui t'es chargé de l'exécution ? Sa hautesse a donné l'ordre à moi, dit le nègre en se redressant avec orgueil. Mais c'est la besogne du bourreau, et non la tienne. Sa hautesse pas avoir eu le temps d'emmener son bourreau, et il a pris cuisinier à lui. Donnez donc à moi un grand couteau, pour couper la tête à Haussmann, hein ? C'est bien, interrompit le chef, on va te le chercher ton grand couteau. Attends-moi ici. J'attends vous, dit le nègre. Le chef courut chez M. Martin Zir, et lui transmit la demande du cuisinier de sa hautesse. M. Martin Zir courut chez son Excellence le ministre de la Police,
et le prévint de ce qui se passait à son hôtel. Son Excellence fit mettre les chevaux à sa voiture, et se rendit chez le Dey. Il trouva sa hôtesse à demi couchée sur un divan, le dos appuyé à la muraille, fumant du latakié dans un chibouk, une jambe repliée sous lui, et l'autre jambe étendue, se faisant gratter la plante du pied par un nicoglan, et éventé par 2 esclaves. Le ministre fit les 3 saluts d'usage, le Dey inclina la tête. « Hôtesse, dit son Excellence, je suis le ministre de la police. »« Je te connais, répondit le Dey. »« Alors, votre hôtesse se doute du motif qui m'amène. »« Non. Mais n'importe, sois le bienvenu. Je viens pour empêcher votre hôtesse de commettre un crime. »« Un crime. Et lequel ?» dit le Dey, tirant son chibouk de ses lèvres et regardant son interlocuteur avec l'expression du plus profond étonnement. « Lequel ? Votre hôtesse le demande, s'écria le ministre. Votre hôtesse n'a-t-elle pas l'intention de faire couper la tête à Osmin ? Couper la tête à Osmin n'est point un crime, reprit le Dey. Votre hôtesse n'a-t-elle pas l'intention de jeter Zaïda à la mer ? Jeter Zaïda à la mer n'est point un crime, reprit encore le Dey. Comment ? Ce n'est point un crime de jeter Zaïda à la mer et de couper la tête à Osmin ? J'ai acheté Osmin 500 piastres et Zaïda 1000 sequins, comme j'ai acheté cette pipe 100 ducats. Eh bien, demanda le ministre, où votre hôtesse en veut-elle venir ? Que, comme cette pipe m'appartient, je puis la casser en 10 morceaux, en 20 morceaux, en 50 morceaux, si cela me convient, et que personne n'a rien à dire. Et le pacha cassa sa pipe, dont il jeta les débris dans la chambre. Bon pour une pipe, dit le ministre, mais Osmin, mais Zaïda. Moins qu'une pipe, dit gravement le Dey. Comment, moins qu'une pipe ? Un homme moins qu'une pipe. Une femme moins qu'une pipe. Osmin n'est pas un homme. Zaïda n'est point une femme, ce sont des esclaves. Je ferai couper la tête à Osmin, et je ferai jeter Zaïda à la mer. Non, dit son Excellence. Comment, non ? S'écria le pacha avec un geste de menace. Non, reprit le ministre, non, pas à Naples du moins. Giaour, dit le Dey, sais-tu comment je m'appelle ? Vous vous appelez Hussein Pacha. Chien de chrétien, s'écria le Dey avec une colère croissante, sais-tu qui je suis ? Vous êtes l'ex-Dey d'Alger, et moi je suis le ministre actuel de la police de Naples. Et cela veut dire ? Demanda le Dey. Cela veut dire que je vais vous envoyer en prison si vous faites l'impertinent. Entendez-vous, mon brave homme ? Répondit le ministre, avec le plus grand sang-froid. En prison, murmura le Dey en retombant sur son divan. En prison, dit le ministre. C'est bien, reprit Hussein. Ce soir je quitte Naples. Votre hôtesse est libre comme l'air, répondit le ministre. C'est heureux, dit le Dey. Mais une condition cependant, non ? Laquelle ? C'est que votre hôtesse me jurera sur le prophète qu'il n'arrivera malheur ni à Osmin ni à Zaïda. Osmin et Zaïda m'appartiennent, dit le Dey, j'en ferai ce que bon me semblera. Alors votre hôtesse ne partira point, hein ? Comment, je ne partirai point ? Non, du moins avant de m'avoir remis Osmin et Zaïda. Jamais, s'écria le Dey. Alors je les prendrai, dit le ministre. Vous les prendrez ? Vous me prendrez mon eunuque et mon esclave ? En touchant le sol de Naples, votre esclave et votre eunuque sont devenus libres. Vous ne quitterez Naples qu'à la condition que les 2 coupables seront remis à la justice du roi. Et si je ne veux pas vous les remettre, qui m'empêchera de partir ? Moi ? Vous ? Le pacha porta la main à son poignard, le ministre lui saisit le bras au-dessus du poignet. Venez ici, lui dit-il en le conduisant vers la fenêtre, regardez dans la rue. Que voyez-vous à la porte de l'hôtel ? Un peloton de gendarmerie.
Savez-vous ce que le brigadier qui le commande attend? Que je lui fasse un signe pour vous conduire en prison. En prison, moi? Je voudrais bien voir cela. Voulez-vous le voir? Son Excellence fit un signe. Un instant après, on entendit retentir dans l'escalier le bruit de 2 grosses bottes garnies d'éperons. Presque aussitôt la porte s'ouvrit, et le brigadier parut sur le seuil, la main droite à son chapeau, la main gauche à la couture de sa culotte. « Gennaro, lui dit le ministre de la police, si je vous donnais l'ordre d'arrêter monsieur et de le conduire en prison, y verriez-vous quelque difficulté? Aucune, Excellence. Vous savez que monsieur s'appelle Hussein Pacha? Non, je ne le savais pas. Et que monsieur n'est ni plus ni moins que le dey d'Alger? Qu'est-ce que c'est que ça, le dey d'Alger? Vous voyez, dit le ministre. Diable, fit le dey. Faut-il? Demanda Gennaro, en tirant une paire de poussettes de sa poche, et en s'avançant vers Hussein Pacha, qui, le voyant faire un pas en avant, fit de son côté un pas en arrière. Non, il ne le faut pas, dit le ministre. Sa Hautesse sera bien sage. Seulement cherchez dans l'hôtel un certain Osman et une certaine Zaïda, et conduisez-les tous les deux à la préfecture. Comment, dit le dey, cet homme entrerait dans mon harem. Ce n'est pas un homme ici, répondit le ministre. C'est un brigadier de gendarmerie. N'importe. Il n'aurait qu'à laisser la porte ouverte. Alors il y a un moyen. Faites-lui remettre Osman et Zaïda. Et ils seront punis? Demanda le dey. Selon toute la rigueur de nos lois, répondit le ministre. Vous me le promettez? Je vous le jure. Allons, dit le dey, il faut bien en passer par où vous voulez, puisqu'on ne peut pas faire autrement. À la bonne heure, dit le ministre, je savais bien que vous n'étiez pas aussi méchant que vous en aviez l'air. Hussein Pacha frappa dans ses mains, un esclave ouvrit une porte cachée dans la tapisserie. Faites descendre Osman et Zaïda, dit le dey. L'esclave croisa les mains sur sa poitrine, courba la tête et s'éloigna sans répondre un mot. Un instant après, il reparut avec les coupables. L'eunuque était une petite boule de chair, grosse, grasse, ronde avec des mains de femme, des pieds de femme, une figure de femme. Zaïda était une circassienne, aux yeux peints avec du koul, aux dents noircies avec du bétel, aux ongles rougis avec du henné. En apercevant Hussein Pacha, l'eunuque tomba à genoux, Zaïda releva la tête. Les yeux du dey étincelèrent, et il porta la main à son kandjiar. Osman pâlit, Zaïda sourit. Le ministre se plaça entre le pacha et les coupables. Faites ce que j'ai ordonné, dit-il en se retournant vers Gennaro. Gennaro s'avança vers Osman et vers Zaïda, leur mit à tous deux les poussettes, et les emmena. Au moment où il quittait la chambre avec le brigadier, Hussein poussa un soupir qui ressemblait à un rugissement. Le ministre de la police alla vers la fenêtre, vit les 2 prisonniers sortir de l'hôtel, et, accompagnés de leur escorte, disparaître au coin de la rue Kiatamon. Maintenant, dit-il en se retournant vers le dey, votre Hautesse est libre de partir quand elle voudra. À l'instant même, s'écria Hussein, à l'instant même. Je ne resterai pas un instant de plus dans un pays aussi barbare que le vôtre. Bon voyage, dit le ministre. Allez au diable, dit Hussein. 1 heure ne s'était pas écoulée que Hussein avait frété un petit bâtiment. 2 heures après, il y avait fait conduire ses femmes et ses trésors. Le même soir, il s'y rendait à son tour avec sa suite, et à minuit il mettait à la voile, maudissant ce pays d'esclaves où l'on n'était pas libre de couper le cou à son eunuque, et de noyer sa femme. Le lendemain, le ministre fit comparaître devant lui les 2 coupables, et leur fit subir un interrogatoire. Osman fut convaincu d'avoir dormi quand il aurait dû veiller, et Zaïda d'avoir veillé quand elle aurait dû dormir.
Mais comme dans le code napolitain ces 2 crimes de lèse hôtesse n'étaient point prévus, ils n'étaient passibles d'aucune punition. En conséquence, Osmin et Zaïda furent, à leur grand étonnement, mis en liberté le lendemain même du jour où le Dey avait quitté Naples. Or, comme tous les deux ne savaient que devenir, n'ayant ni fortune ni état, ils furent forcés de se créer chacun une industrie. Osmin devint marchand de pastilles du sérail, et Zaïda se fit demoiselle de comptoir. Quant au Dey d'Alger, il était sorti de Naples avec l'intention de se rendre en Angleterre, pays où il avait entendu dire qu'on avait au moins la liberté de vendre sa femme, à défaut du droit de la noyer. Mais il se trouva indisposé pendant la traversée, et fut forcé de relâcher à Livourne, où il fit, comme chacun sait, une fort belle mort, si ce n'est cependant qu'il mourut sans avoir pardonné à M. Martinzir, ce qui aurait eu de grandes conséquences pour un chrétien, mais ce qui est sans importance pour un Turc. Fin du livre. Chapitre 2 – Les chevaux spectres. J'avais été recommandé à M. Martinzir comme artiste, j'avais admiré ses galeries de tableaux, j'avais exalté son cabinet de curiosités, et j'avais augmenté sa collection d'autographes. Il en résultait que M. Martinzir, à mon premier passage, si rapide qu'il eût été, m'avait pris en grande affection. Et la preuve, c'est qu'il s'était, comme on l'a vu ailleurs, défait en ma faveur de son cuisinier Camin, dont j'ai raconté l'histoire, voire le spéronard, et qui n'avait d'autre défaut que d'être appassionato de Roland, et de ne pouvoir supporter la mer, ce qui était cause que sur terre, il faisait fort peu de cuisine, et que sur mer, il n'en faisait pas du tout. Ce fut donc avec grand plaisir que M. Martinzir nous vit, après 3 mois d'absence, pendant lesquels le bruit de notre mort était arrivé jusqu'à lui, descendre à la porte de son hôtel. Comme sa galerie s'était augmentée de quelques tableaux, comme son cabinet s'était enrichi de quelques curiosités, comme sa collection d'autographes s'était recrutée de quelques signatures, il me fallut avant toute chose parcourir la galerie, visiter le cabinet, feuilleter les autographes. Après quoi, je le priai de me donner un appartement. Cependant, il ne s'agissait pas de perdre mon temps à me reposer. J'étais à Naples, c'est vrai, mais j'y étais sous un nom de contrebande, et comme d'un jour à l'autre le gouvernement napolitain pouvait découvrir mon incognito, et me prier d'aller voir à Rome si son ministre y était toujours, il fallait voir Naples le plus tôt possible. Or, Naples, à part ses environs, se compose de 3 rues où l'on va toujours, et de 500 rues où l'on ne va jamais. Ces 3 rues se nomment la rue de Chiaia, la rue de Tolède et la rue de Forcella. Les 500 autres rues n'ont pas de nom. C'est l'œuvre de Dédale, c'est le labyrinthe de Crète, moins le Minotaure, plus les Lazzaroni. Il y a 3 manières de visiter Naples. À pied, en corricolo, en calèche. À pied, on passe partout. En corricolo, l'on passe presque partout. En calèche, l'on ne passe que dans les rues de Chiaia, de Tolède et de Forcella. Je ne me souciais pas d'aller à pied. À pied, l'on voit trop de choses. Je ne me souciais pas d'aller en calèche. En calèche, on n'en voit pas assez. Restait le corricolo, terme moyen, juste milieu, anneau intermédiaire qui réunissait les 2 extrêmes. Je m'arrêtais donc au corricolo. Mon choix fait, j'appelai M. Martinzir. M. Martinzir monta aussitôt. Mon cher hôte, lui dis-je, je viens de décider dans ma sagesse que je visiterai Naples en corricolo. À merveille, dit M. Martin. Le corricolo est une voiture nationale qui remonte à la plus haute antiquité. C'est la biga des Romains, et je vois avec plaisir que vous appréciez le corricolo. Au plus haut degré, mon cher hôte. Seulement, je voudrais savoir ce qu'on loue un corricolo au mois. On ne loue pas un corricolo au mois, me répondit M. Martin. Alors, à la semaine. On ne loue pas le corricolo à la semaine.
Eh bien, au jour. On ne loue pas le corricolo au jour. Comment donc loue-t-on le corricolo? On monte dedans. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.